plus une personne en régie. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de cycle de conférences destiné aux candidats du concours commun INP notamment, mais pas que. On vous propose depuis la semaine dernière une série de rencontres virtuelles pour que vous puissiez nous poser vos questions et échanger avec des élèves et des diplômés de l'école. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des compétences des ingénieurs ENSGSI, quelles sont leurs spécificités, et on va notamment mettre l'accent sur les soft skills. Je laisse la parole à Martine Tani. Oui, merci Anne. Bonjour, bonjour. De toute façon, on se présentera tous. Nous sommes richement accompagnés aujourd'hui avec deux anciens qui prendront la parole après. Alors, en ce qui me concerne, je suis enseignante à l'ENSGSI depuis sa création. Alors, pour dire les choses directement, voilà, j'ai contribué à sa création, ce qui ne me rajeunit pas, mais ce qui rend la tâche intéressante, parce que j'y suis toujours. C'est parce que le modèle d'école qui a été proposé il y a de cela maintenant plus de 25 ans permettait quand même de travailler au niveau des formations d'ingénieurs une dimension souvent oubliée. D'ailleurs, il y avait des ouvrages qui sortaient à l'époque, dimension oubliée, qui est la dimension humaine. Et notamment, on commençait à dire qu'effectivement, dans les réussites d'équipes sur des sujets identiques dans des entreprises différentes étaient souvent dues à la qualité relationnelle plus qu'à la compétence technique, technologique du système en place. Voilà, donc je suis venue contribuer à cette création et j'y suis depuis et j'aurai l'occasion, je pense, durant cette vidéo, de vous en dire plus sur le sujet. Je passe la parole à Marine. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marine Gallet, je suis diplômée de l'ENSGSI en 2015 et aujourd'hui je travaille en tant que chef de projet innovation digitale au sein de la maintenance des moteurs de Air France Industrie. Voilà, du coup je vous dirai un peu plus avec les échanges ce que je fais au quotidien. Christophe, je te passe la main, je crois. Ok, écoute, je reprends la main. Bonjour à tous, Christophe Royer. Je suis actuellement directeur des ressources humaines d'une entité de maintenance de SNCF Réseau qui s'occupe de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire dans le nord de la région parisienne. Diplômé de l'ENSGSI depuis 2007. Et puis, voilà, avec plaisir avec vous aujourd'hui pour parler effectivement de l'enseignement à l'ENSGSI. Alors, juste pour les personnes qui sont en ligne avec nous, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à nous poser. Vous nous faites un petit signe avec le lever de main, on vous donnera la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions ou à nous faire part de vos remarques tout au long de cet échange. On est là pour ça. Alors, Martine, oui. Le développement personnel à l'ENSGSI, on en entend beaucoup parler. C'est des grandes thématiques qu'on retrouve dans beaucoup d'articles dans la presse, notamment enseignement supérieur. C'est quoi à l'ENSGSI toute cette partie-là? Alors, c'est un vaste sujet. Vous verrez si vous venez nous rejoindre que c'est plus facile à vivre qu'à exprimer, parce qu'il s'agit beaucoup d'expérience et de débriefing sur l'expérience pour tirer les enseignements de ce qui se passe et puis ensuite, grâce à des apports, on va dire quand même quelque peu théoriques, de comprendre comment vous fonctionnez et de développer progressivement une meilleure connaissance de soi pour sortir le plus possible du réactionnel afin d'entrer en une posture de manager qui tient compte de l'environnement, du contexte, des autres, des collaborateurs et de l'enjeu du projet, de manière à pouvoir être le plus possible au service du développement du projet, des collaborateurs et de vous-même. Alors, pour faire ça, 3 ans, c'est pas mal. C'est assez intense puisque ça représente un bon tiers de la formation, tant en des enseignements en groupe, qu'en travail de groupe, projet, qu'en situation individuelle pour vous aider à devenir le manager que vous êtes, puisqu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de modèle. Alors, si vous venez chercher des recettes, vous serez peut-être un petit peu déçus. Des outils, vous en aurez. Si vous connaissez un petit peu, si vous êtes peut-être renseigné sur le GSI, des outils, il y en a.
Maintenant, ce sur quoi nous insistons, et c'est aussi pour ça que nous mettons de l'éthique, des réflexions sur la responsabilité dans le programme, c'est parce que c'est celui qui utilise l'outil qui en fait la qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle on est très, très auto-centré sur vous, parce que par un enseignement de proximité, alors on fait ce qu'on peut actuellement. À la rentrée prochaine, on fera aussi ce qu'on pourra, mais les choses vont s'améliorer, donc on pourra retrouver une qualité d'enseignement et de proximité qui ne pourrait pas faire défaut. Voilà, ça c'est déjà brosser le tableau. Peut-être il y a des questions pour affiner le propos, ou Marine ou Christophe ont peut-être des choses qui leur viennent en écoutant ce que je dis. Non, moi personnellement, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que en fait, c'est juste. Et la justesse, c'est surtout de dire que l'explication est beaucoup plus difficile à comprendre que les situations qui sont à vivre. Et en fait, c'est réellement une expérience à vivre, qu'elle soit personnelle, collective et voilà, enfin, à tous les niveaux, mais même personnel et puis aussi au sein d'un groupe, qui fait que tout le développement personnel nous aide après derrière à être nous-mêmes finalement. C'est possible, oui, c'est bien. Alors, le développement personnel, c'est pas. Donc, on a compris des cours en amphithéâtre. Oui. Ça se déroule sur les 3 années ingénieurs. C'est un cheminement. C'est un module de dernière année. Comment ça se concrétise au quotidien? Oui, c'est tout au long des 3 ans. Hein, ça commence bien entendu en première année par la pédagogie qui est la pédagogie centrale de l'école, hein, qui est une pédagogie par projet. Donc, ce que ça signifie, c'est que dès la rentrée, vous êtes en groupe projet par 4-5 étudiants et vous allez travailler sur un sujet qui sera donné par une entité extérieure qui attend des résultats. Ça, c'est très important puisque ça vous met dans des conditions réelles et ça vous permet aussi d'avoir une expérience de l'entreprise, d'un environnement de travail encadré par des gens extérieurs et bien entendu tutoré par l'école. Et ces expériences projets sont faites pour vous permettre de valider, de vous voir travailler et de valider l'utilisation de certaines compétences. Et bien entendu, au niveau du développement personnel, c'est la base de la prise en flagrant délit de sa capacité à savoir travailler en équipe d'abord, parce que c'est la première chose qu'on apprend en première année. Apprendre à mieux se connaître tout en travaillant en équipe, parce qu'il est assez fréquent que les étudiants qui nous rejoignent reconnaissent facilement qu'en tant que travail en équipe, jusqu'à la fin de la prépa, ce n'était pas vraiment le travail majeur. Hein. Vous avez été surtout centré sur vous-même et vous avez développé une équipe avec vous-même très efficace pour arriver là où vous en êtes. La difficulté majeure, c'est justement d'apprendre à désapprendre ce modèle d'équipe qui gagne seule pour réapprendre d'autres méthodes et d'autres façons d'être d'équipe qui gagne à plusieurs. Avec un plus pour ce qui vous concerne, puisque vous rentrez à l'ENSGSI, c'est pour devenir pilote de projet, manager. Donc, on se met, nous vous mettons dans des postures managériales. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir parler et de croire qu'on sait déjà manager les gens parce qu'on a peut-être une qualité personnelle de dynamique, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, la première difficulté, c'est de se reconnaître dans la difficulté. Voilà, la première année, elle est surtout faite pour vous rendre compte de ce que c'est, de vivre des expériences, de vivre peut-être des choses difficiles, de manière à en apprendre des choses, puisque relié, bien entendu, au pôle, il y a une façon de travailler qui vous sera apportée, qui s'appelle l'auto-apprentissage. Et ça, c'est fondamental, puisque l'école, elle sert à vous donner envie d'apprendre. Si vous quittez le NSGSI en ayant envie de continuer à apprendre, je crois qu'on aura réalisé l'essentiel de notre mission, et en vous ayant donné le temps de découvrir par vous-même quelles sont vos meilleures manières d'apprendre pour vous, ce qui fait qu'une fois sorti de l'école, vous êtes autonome par rapport au cheminement de carrière que vous voudrez avoir ou aux différentes
discipline que vous aurez besoin d'acquérir par rapport aux besoins de vos différents postes, de vos différents désirs. Voilà, donc la première année, il y a un peu de cours pour donner une matière, il y a énormément de bouclage entre les différents enseignants qui vous permettent quand même de réfléchir et de vous questionner sur le sujet. Deuxième année, il y a encore un projet sur une année complète en équipe avec d'autres types d'enseignements qui viennent approfondir ce que vous avez fait en première année, découvrir d'autres approches, continuer à développer votre méthode d'auto-apprentissage et essentiellement là, on se pose la question de dire, bon, je suis venu dans une école d'ingénieur, mais au fait, c'est pour faire quoi? Alors la question qui sera peut-être essentielle, c'est peut-être pas faire quoi, c'est devenir qui? Avoir envie de contribuer à quoi? Voilà, c'est pas pareil que faire quoi. Hein, quel métier? Bon, d'abord, à quoi j'ai envie de contribuer? C'est une vraie question et je pense que l'actualité la rend de plus en plus prégnante. Et en troisième année, il y a une sorte de chapeau sur l'ensemble du cursus, on va dire, développement personnel, connaissance de soi, gestion de projet, management de projet, pilotage de projet, et ensuite mission industrielle dans l'entreprise qui serait, si possible, celle que vous aurez choisie, le mieux, puisqu'il s'agit d'une première expérience qui est censée être un tremplin. Et je pense que nos anciens qui sont là en parleront mieux que moi, puisqu'ils l'illustrent, je pense, très bien. Alors, voilà, pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur le cursus, en essayant de pas trop en dire d'un seul coup, en espérant avoir été assez clair. Et peut-être des questions, Monsieur Sudre. À vous la parole, Marine ou Christophe. Pour ma part, ça a été très clair, mais c'est vrai que moi, je connais ce cursus de l'intérieur, donc ce que tu as décrit, Martine, est quelque chose que j'ai connu et que j'ai découvert. Donc, pour reprendre ce que disait Marine, c'est vrai que c'est une expérience qui se vit. Il est un peu délicat de la raconter. C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est délicat de traduire cette expérience-là en mots, parce qu'avant tout, elle se vit de l'intérieur. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur quand vous êtes arrivé à l'école? Est-ce que vous êtes actuellement dans les métiers où vous imaginiez à l'époque, ou est-ce que ça a complètement changé? Est-ce que vous avez cheminé petit à petit, vous n'aviez aucune idée de là où vous vouliez aller et que ça a été une découverte en permanence, ou est-ce que l'école a conforté un petit peu vos attentes et vous emmené là où vous souhaitiez aller? C'est une question qui m'inspire énormément. Je ne sais pas si tu veux bien que je prenne la parole, Marine? Vas-y. Ouais. Ça, je réponds. Alors, arrivé en prépa, j'ai eu assez peu de facilité à dire ce que je voulais faire. À vrai dire, j'ai fait l'école tout en sachant que je voulais étudier, mais sans savoir exactement ce que je voulais faire comme métier ou ce que je voulais devenir comme personne, pour reprendre les mots de Martine. Et j'ai répondu à cette question en partie, mais en partie vraiment pas exhaustive à la sortie de l'école. Et je pense que c'est une question qui se pose et puis qui s'alimente de réponses au fur et à mesure qu'on avance. Et aujourd'hui, je trouve encore des réponses sur ce que je veux faire. Alors, j'ai commencé ma première expérience dans le transport. C'est une thématique qui, pour le moment, ne m'a pas lâché. Je sais que je veux travailler dans le transport, mais sur un métier qui est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai commencé dans l'aéroportuaire, donc chez Air France. Je travaillais dans l'exploitation aéroportuaire et dans un projet de système d'information. Donc le projet était de développer un moteur qui optimisait le placement des avions sur les plateformes de Roissy et d'Orly. Mon projet clé, puisque l'enjeu étant de minimiser les temps de correspondance pour la compagnie. Et puis j'ai évolué à différents métiers techniques. J'ai ensuite été conducteur de travaux sur la maintenance ferroviaire à la SNCF Réseau. Donc là, un métier technique avec du management d'équipe, des cadences qui s'apparentent à de l'événementiel. On travaille pendant plusieurs semaines pour un projet qui va durer entre 24 heures et 48 heures, et tout est chronométré, tout est cadencé de manière très très précise. Et suite à ça, j'ai ensuite évolué vers des missions plus
qui faisait beaucoup plus appel à mes soft skills, en tout cas d'apparence. Mais aujourd'hui, donc, j'ai évolué sur les ressources humaines, et donc sur la gestion des ressources humaines, même si le mot n'est pas joli, mais c'est une cohérence qui répond. Enfin, c'est un parcours qui répond à une cohérence personnelle et quelque chose que je recherche. Alors là, dans les grandes lignes, après on pourra peut-être rentrer dans le détail sur qu'est-ce qui a incité cette prise de conscience et ce cheminement. Mais à chaque décision que je prends, à chaque changement de poste, en fait, ça répond à c'est nourri par des réponses qui sont apportées à une forme de questionnement qui m'a été apprise à l'école. Marine, tu veux prendre la suite? Alors oui, alors ce que ça va dire est très juste, je partage à 1000%. Notamment sur le fait que moi, pareil, j'ai fait une prépa parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. À la sortie de la prépa, j'ai fait une école d'ingé généraliste parce que je savais toujours pas trop ce que je voulais faire. En sortie d'école, j'avais déjà répondu un peu plus à ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes aspirations? Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, moi, je me pose tout le temps la question de savoir est-ce que je suis bien dans ce que je fais et est-ce que j'ai toujours envie d'aller là? Où est-ce que je voudrais, comment je voudrais encore, sur quoi je voudrais encore apprendre? Qu'est-ce que je voudrais développer, etc. pour toujours en fait changer et puis toujours être sûr que ce que je fais suive mes aspirations, etc. Donc en fait c'est une éternelle question. C'est très compliqué de pouvoir dire est-ce que l'école m'a appris, m'a donné cette piste-là. La seule piste que l'école m'a donnée, et je leur remercie, c'est de toujours pouvoir me poser cette question pour m'assurer que ce que je fais me plaît, ou en tout cas n'est pas à l'opposé de mes valeurs et de qui je suis. Donc voilà, sachant que moi, le principe c'est si je suis heureuse dans mon métier, déjà c'est un bon point, et à partir du moment où je ne le suis plus, je change. Ce qui est une force aussi, hein. C'est ça, c'est sans crainte. C'est ça, oui, c'est ça. C'est quand même aussi cette confiance intérieure en disant, bon ben voilà, moi je ne m'épanouis plus quelque part, hein, vous êtes là pour le représenter, je cherche autre chose, parce que j'ai confiance. Voilà. Ça, c'est un point fort au niveau de l'enseignement des soft skills, parce que on pourrait en faire une liste, hein, en disant voilà quels sont les soft skills que vous devez acquérir. Alors il y a ce qu'une étudiante de deuxième année cette année a écrit dans un rendu. Au moins ici, on ne fait pas le manager factice, c'est-à-dire celui qui essaye d'appliquer des choses sans les incarner. J'ai adoré son expression. D'ailleurs, je l'utilise parce que voilà, c'est pas quelque chose c'est pas une méthode qu'on va utiliser parce qu'il faut qu'on l'utilise en situation. Bien entendu, ça peut aider. Hein. Mais ce qu'on préfère, c'est que vous ayez plutôt le temps de tester pas mal de choses à l'école pour gagner ce temps une fois sur le terrain avec d'autres personnes, des personnes qui travaillent avec vous ou vos collaborateurs. On ne va pas dire que vous sortez directement manager, il faut peut-être prendre le temps. Hein. Il n'est peut-être pas non plus toujours agréable de brûler les étapes. Vaut mieux prendre son temps, valider que c'est pas mal, on en a fait le tour, on demande autre chose et puis voilà. Et puis si on sait demander, je pense que Christophe et Marine sont bien placés pour nous l'argumenter. En général, il y a un écho positif et il y a des postes autres qui s'offrent à vous et dans la même société ou ailleurs. Et donc ça, c'est ça qui fait l'œuvre, quoi. C'est à vous de le faire, quoi. C'est à vous de créer votre vie. La base fondamentale de l'enseignement de l'innovation, parce que nous, quand même, restons au niveau de l'école, qui est une école centrée sur le développement des processus d'innovation ou d'une culture de l'innovation dans les organisations dans lesquelles vous allez être amené à œuvrer. Ce qui est juste, hein, ce n'est pas simplement une innovation produit. Vous êtes beaucoup plus formé pour contribuer à faire en sorte que le milieu dans lequel vous êtes soit de plus en plus en capacité d'innover. C'est ça votre force. Et ça ne peut pas être que des méthodes ou des outils, bien sûr. Il y a des sciences, il y a des méthodes d'ingénierie, il y a énormément de travail, mais il y a de la réflexion. Et puis surtout, il y a de la réflexion sur la manière dont vous réfléchissez. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler si vous venez. Mais c'est assez essentiel parce que c'est ça qui fait votre différence. Hein. Vous êtes des ingénieurs. Donc, vous êtes là aussi pour apprendre à peut-être savoir éclairer les autres. Et ça, ce n'est pas la chose la plus simple à acquérir parce qu'au départ, on reste quand même assez potache. Mais ça, en première année, vous avez le droit.
deuxième année, vous devez commencer à prendre un peu de hauteur par rapport à ça, à sentir que vous êtes en formation et pourquoi faire, hein, pour servir quelle cause. Et là, d'un seul coup, vous ouvrez votre propre cheminement à mais comment il peut servir les causes que moi j'ai envie de servir, ce que Marine et Christophe illustrent de leurs propos. Donc c'est tout un cheminement personnel et qui respecte qui vous êtes. Alors bien entendu, pour rentrer dans un développement de compétences, hein, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein, non, vous rentrez dans une école par rapport à l'acquisition de compétences. Ces compétences demandent une participation, une implication, un investissement, pas pour réussir, pour tester et faire le point, de manière à grandir à votre cheminement. Parce qu'il n'y a pas de massification d'apprentissage possible dans ce domaine. C'est chacun en fonction de qui il est. Et nous le respectons, et c'est tout à fait ce qui fait la possibilité de développer vos propres manières de développer soft skills à vous. Et cet apprentissage-là, dans tout ce qui est dit depuis le début, ça transpire. Hein, c'est que c'est une posture, c'est pas effectivement une liste de choses à apprendre. Cette posture-là, elle s'acquiert par les projets industriels, par les projets en équipe qui sont réalisés dans le cadre de la formation. Et cette posture qui est incarnée dès les premiers postes dans les entreprises dans lesquelles on travaille à la sortie de l'école, cette posture, elle est remarquée, elle est appréciée des recruteurs, des collègues avec qui on travaille, parce que elle dénote d'une part d'une position assez humble d'observation, mais aussi très rapidement d'une posture dans l'action, qui est bien entendu au service de l'innovation, comme disait Martine, c'est-à-dire que le fait d'être dans une posture qui est bien dans ses baskets, dans l'analyse de ce qui est du fonctionnement de l'entité ou de l'organisation, et de savoir comment voir les choses autrement pour améliorer son fonctionnement, ça se fait au service de l'efficacité. Voilà, c'est une longue phrase, mais pour dire que ce cheminement à travers les projets, à travers les enseignements qui sont parfois un petit peu déstabilisants, et tout de suite très excusez-moi, je cherche mes mots, mais très rentable dès la première prise de poste. Voilà. Et ça continue à se voir par la suite. Oui, c'est rentable dès le début, mais ça continue à être rentable aussi dans la recherche de nouveaux postes et d'opportunités qu'on peut avoir en entreprise. Avec tout ce cheminement-là, on peut arriver rapidement mais en tout cas, on peut arriver plus rapidement que certains à aller vers des aspirations qui sont les nôtres, et du coup, dans lequel on peut mettre en place ce qui nous plaît et contribuer aussi au développement de l'entreprise. C'est ça, développement de l'entreprise. Donc c'est ça, oui, c'est important là, parce que moi de mon côté, j'oublie les recruteurs, mais voilà, c'est très très bien d'en parler, parce qu'effectivement, c'est aussi souvent des retours qu'on a des entreprises, hein, de vos missions, en disant que vous avez une capacité d'adaptation ou une rapidité d'intégration qui est différente, et une capacité à prendre la parole dans certaines sphères de l'entreprise ou devant un public pas toujours aisé, qui est assez remarquable. Et effectivement, au niveau de l'école, les étudiants qui viendront nous rejoindre auront un bel apprentissage sur la structuration d'une prise de parole et la capacité à développer sa qualité de prise de parole, autant sur le plan, on va dire, argument, que sur le plan comment je tiens un auditoire et comment je me sens à l'aise par rapport à un auditoire. C'est-à-dire sortir de la posture qui est dire oh là 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 là, parce que c'est quand même toujours un événement majeur, hein, de prendre la parole. Je crois que c'est dans les premiers facteurs de stress toujours reconnus par rapport à la plupart des gens à qui on pose la question. C'est jamais simple, parce qu'on peut avoir vraiment envie de transmettre quelque chose, mais c'est aussi passer au stade en disant comment je peux faire pour transmettre le mieux possible ce que j'ai à dire, parce que ce que vous avez à dire en général, vous le savez, hein, c'est un petit peu notre posture aujourd'hui, on sait ce qu'on peut vous dire, mais ça n'empêche pas d'avoir parfois un petit peu
intérieurement un petit trac qui dit mais est-ce que je suis claire, est-ce que je transmets bien le message aux personnes qui m'écoutent, parce que moi je peux être claire pour moi, le but c'est d'être clair pour vous. C'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, parce que ça s'appelle le feedback et c'est ce qui permet d'être en phase. On n'a pas si en management on vous dit que quelqu'un a entre guillemets la sainte parole, écoutez, restez vigilant, hein, restez vigilant. L'interactivité est essentielle, effectivement. N'importe quel discours bien bâti et puis qui soit efficace. Oui, c'est tout à fait ça. Et en entreprise, le discours peut être effectivement dans ce que tu... J'ai eu une représentation qui a surgi tout à l'heure, Martine, quand tu disais qu'on devait prendre la parole devant un auditoire pas toujours facile. Et ça m'a introduit un questionnement. C'est un auditoire pas facile. Ça peut être un auditoire... Au début, j'ai vu un comité de direction, j'ai vu un comité exécutif et tout, et je me suis dit, ouais, ça peut être pas facile. Et puis, je me suis dit, en fait, qu'il pouvait y avoir aussi peut-être plus compliqué. C'est une équipe d'ouvriers, une équipe d'agents de maintenance qui n'ont pas forcément la même optique face à un discours qui est pris par un manager qu'un comité exécutif ou un comité de direction. Et le challenge réside à un autre endroit, mais il y a un challenge qui est pourtant très très important, parce que la productivité de l'entreprise, elle tient aussi et surtout à ses agents de maintenance ou à ses agents de production. Donc il faut savoir parler aux deux publics. Ok, donnez envie. Pardon, vas-y Marie. Si je peux rebondir, en fait, du coup, j'avais aussi une image qui est apparue. J'ai un projet que j'essaie de lancer depuis un petit moment, que j'ai enfin réussi à lancer. Donc la première étape, ça a été d'identifier les problématiques qu'il y avait sur le terrain, d'aller rencontrer les ouvriers. Donc moi aussi, c'est des ouvriers de maintenance. Si la problématique était réelle ou si c'était ma vision d'ingénieur dans mon bureau qui était vraie ou fausse. Parce que ça, du coup, c'est aussi une remise en question par rapport à des bruits de couloir qu'on peut entendre. Et donc, c'est s'assurer que ça fonctionnait bien. Donc, avoir un discours avec les ouvriers qui, eux, ont leur propre vocabulaire qui n'est pas même que celui que moi, je vais potentiellement utiliser avec d'autres services. Et puis après, ce projet-là, il faut l'amener en comité de direction et puis le vendre au comité de direction. Et du coup, le discours qu'il y a eu et le dialogue qu'il y a eu avec les ouvriers qui, eux, sont finalement les utilisateurs qui sont vraiment le premier maillon de la chaîne, pas du tout le même que celui qu'on doit entreprendre avec le comité de direction, à qui, lui, il faut souvent plus parler de rentabilité et montrer ce qui fait que le projet a une viabilité. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment concret dans les projets au quotidien. Voilà, de s'adapter en fait à son auditoire pour s'assurer que on puisse parler du même sujet, mais pas forcément de la même manière, ou en tout cas interagir sur les bonnes problématiques. Et ça, c'est des choses qu'on apprend beaucoup à faire à l'école avec les différents projets qu'on a, où l'objectif des projets n'étant pas le même, on doit s'adapter à ces objectifs-là et au rendu qu'on doit apporter. Oui, c'est ça aussi, c'est que la formation, elle permet aussi progressivement de se rendre compte qu'il y a différents acteurs dans les systèmes, dans les environnements de travail dans lesquels vous serez censé intervenir, et que ils n'ont pas la même vision du monde. Pour prendre une image ferroviaire, si vous prenez le train, si vous vous mettez sur les wagons à 2 étages, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez une vision du voyage. Celui qui est au-dessus, il en a une autre. Celui, s'il y en a un sur le toit un jour, c'est pas recommandé, vous voyez, mais il aura encore une autre vision du paysage. Et si on se rend compte et qu'on discute de ce qu'on a vu, on aura l'impression de ne pas avoir fait le même voyage. Et l'important, c'est justement de s'écouter, parce que c'est la richesse des 3 visions réunies qui va donner une vue d'ensemble qui permettra d'avoir un diagnostic juste et une façon d'agir juste sur le terrain, en rendant acteur l'ensemble des gens qui vont intervenir sur le projet. C'est vraiment ça, c'est rendre chacun acteur. Là, c'est le développement personnel, c'est surtout se rendre compte que les besoins qu'on a, qui sont par exemple des besoins de reconnaissance, des besoins de valorisation, des besoins d'existence, des besoins de sens, des besoins de réponse, sont un peu les mêmes pour tout le monde, et que chacun a sa manière d'attendre sa reconnaissance, sa valorisation, sa réponse. Et vous serez adapté à cela. Vous l'aurez vécu, vous l'aurez confronté, ça vous aura peut-être, comme l'a utilisé Christophe tout à l'heure, ça sera peut-être un peu déstabilisant, mais c'est le but.
Hein. Vous ne venez pas en formation pour montrer que vous savez faire des choses. Dans ces cas-là, c'est peut-être pas la peine de venir chez nous. Si vous venez pour nous montrer que vous savez, vous allez avoir du mal à apprendre du nouveau. Si vous venez chez nous, c'est parce que vous avez déjà appris beaucoup de choses, mais pas ce qu'on sait vous apporter. Donc, si vous venez en voulant nous démontrer que vous savez, vous allez avoir quelques réunions avec le pôle management. Ça peut marcher, hein, mais effectivement, dans la première phase, tu parlais de différentes représentations, Martine, et quand on conduit un projet, et à plus forte raison un projet de changement, il est essentiel de savoir qu'il peut y avoir plusieurs représentations et qu'il faut parler différemment à chaque personne et à chaque représentation. Et la première chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'il y a plusieurs représentations. Voilà, comme tu disais, selon, tu utilisais l'image du positionnement dans le train, mais en fait, chaque personne, par rapport à la réalité du travail, par rapport à la réalité de son site de production, va avoir des attentes, une représentation différente. Et par rapport à son propre vécu, tu le disais, on n'est pas tous à la recherche de la même nourriture, on va dire, émotionnelle ou intellectuelle dans notre travail. Et si on n'identifie pas ça, alors déjà qu'on ne prend pas conscience que chacun a besoin d'une forme de différente face au travail, ensuite on peut même... Enfin, il faut d'abord avoir pris conscience de ça pour ensuite se mettre à la portée des différentes façons de faire, des différentes attentes. Voilà. Donc c'est par étapes. Hein. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait plusieurs façons d'attendre, ensuite on peut se dire comment je vais faire pour donner de la satisfaction à toutes ces personnes-là et pour mener à bien mon projet. Et ça, c'est facile à dire en une phrase. À apprendre à le faire, l'école est un point de départ qui nous met en posture ensuite d'exercer. Oui, c'est ça. Ça c'est pas un résultat immédiat. C'est quelque chose qui se construit. Vraiment, c'est la qualité d'une relation. Une relation, ça se construit. C'est pas quelque chose qui est donné. À partir du moment où on rentre dans les processus d'innovation, on est dans des processus. Un processus, c'est dynamique. C'est comme une marche. Si vous voulez examiner un marcheur en lui demandant de s'arrêter, vous ne pouvez pas, puisqu'il est arrêté de marcher. Donc, il n'est plus dans sa dynamique. Donc, vous aurez appris, vous serez équipé, vous aurez vécu des expériences qui vous permettront de tirer des modèles de dynamique comme celui de la marche. Donc, c'est rester vivant, c'est apporter de la vie. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, tu me rappelles, Christophe, dans ton intervention, c'est qu'effectivement, vous êtes là pour aider les autres à aller vers le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Voilà, c'est ça la difficulté. Hein. C'est pas que les autres sont là pour vous dire que vous êtes des gens bien. Oui, s'ils le font, ça sera très bien. Hein, parce que côté étudiant, par exemple, c'est pas souvent qu'on nous dit qu'on est des gens bien au niveau enseignant, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais plus tard, le but, c'est qu'on arrive à vous transmettre le fait que vous n'êtes pas là pour obtenir la gloire de ceux qui travaillent pour vous, mais c'est pour faire en sorte qu'eux se sentent fiers de travailler dans ce qu'ils font et ce qu'ils réalisent. C'est grâce à vous, c'est ce que vous apprendrez à l'école. C'est vraiment ça qui fait qu'il y a une dynamique, qu'il y a quelque chose qui émerge. Voilà. La qualité des liens qu'on sait tisser dans une équipe, dans un milieu, dans un environnement, permet de faire émerger des conditions qui font qu'un projet évolue dans un sens qui fait que ça fonctionne, quoi. Alors, on va utiliser le mot rentable, performant, efficient, efficace. Voilà, tous les mots qui servent encore aujourd'hui dans l'évaluation des projets par la direction, comme le soulevait Marine, effectivement. Parce que côté terrain, il faut que ce soit opérationnel et puis que ça aide. Côté direction, on peut bien investir si c'est rentable. Voilà, donc c'est deux discours que vous saurez tenir. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des enseignements d'économie, de marketing, de droit, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir, tout ce qu'il vous faut. Vous aurez bien entendu besoin d'élargir un programme aussi complet soit-il, n'est jamais exhaustif. Et vous aurez l'occasion, dans la troisième année, d'approfondir certaines matières plus que d'autres en fonction de vos préférences. Mais charge à vous aussi d'élargir vos connaissances par des lectures, d'autres façons de connaître le milieu de l'entreprise, de connaître votre vie, de vous lancer dans des expériences pour approfondir toutes ces connaissances, parce qu'elles sont nombreuses et riches. Mais l'auto-apprentissage, en fait... Plus fort, s'il te plaît, Marine. L'auto-apprentissage nous amène en fait vers cette recherche d'amélioration de nos compétences. Parce qu'en fait, toute la partie auto-apprentissage qui nous dit, comment j'aime apprendre et comment je me sens bien dans une posture en tant qu'apprenant,
nous permet derrière en entreprise d'aller aussi se poser les bonnes questions et puis d'aller chercher les bons points, des choses qu'il faut apprendre sur le moment et en entreprise ou même après personnellement. Enfin, la vision d'entreprise, elle est intéressante, mais la vision personnelle à la maison, elle est d'autant plus parce que les deux milieux sont liés, on fait qu'une personne et pourtant on est deux personnes différentes à la fois à la maison et en entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est une question clé du développement personnel, hein, ce qu'on appelle des personnalités qui nous habitent. On est nombreux, hein, tout seul déjà. On est déjà nombreux tout seul. On est la même personne, mais on est différents. Eh oui. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui tient tout ça. C'est important de connaître ça, cette colonne qui tient l'ensemble et qui va rayonner sur chaque facette de nous-mêmes. Marine, tu peux baisser un petit peu ta tête pour qu'on voit plus ta visage ou l'écran, on voit plus tes yeux. mais en fait, Il faut que tu baisses ton siège. Ah ben voilà. c'est mieux comme ça? Non, j'ai un peu de Ah oui, c'est bien. C'est mieux, Marine. C'est mieux. Je suis désolée, non, je ne pouvais pas baisser mon siège. Oui, vous aurez peut-être d'autres points à préciser sur la façon dont vous avez, par rapport à la question posée Anne au début, sur vous au début, vous aujourd'hui, puis peut-être vous demain, quoi, si c'est possible. Ah, ça vous inspire? C'est une vaste question. Ça inspire d'abord de la réflexion avant de passer à la verbalisation. Disons que ouais, vous êtes encore bien dans ce que vous faites, donc vous n'êtes pas trop encore dans. Pour l'instant, c'est peut-être plus de bien asseoir et bien vivre les expériences dans lesquelles vous êtes pour en tirer le plus possible d'expérience. Je vais prendre la parole et je vais essayer de traduire le parcours que j'ai décrit tout à l'heure en illustrant face au parcours les raisons qui ont fait que j'ai fait ces choix-là de poste. Quand j'ai commencé à travailler dans l'aéroportuaire, je voulais connaître le principe du fonctionnement d'un aéroport parce que le milieu de l'aéroport me passionnait. Donc je me suis investi là-dedans à travers un projet de système d'information, puisque en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, c'est la personne qui aide le client, celui qui va utiliser le projet qu'on est en train de mettre en place. Et donc, en étant assistant en maîtrise d'ouvrage, on est dans le cœur de l'action et on doit s'imprégner de ce qui se passe. Donc ça a été hyper formateur et puis j'ai donc adoré découvrir ce que c'était que l'aéroportuaire, mais j'ai détesté le système d'information. Donc ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que j'ai détesté le système d'information et le mode projet du système d'information, c'est qu'en fait, on travaillait sur du moyen-long terme, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des projets à 6 mois, 1 an. Et je me suis dit, en fait, ça ne me plaît pas. Moi, il me faut du concret, il faut que ça se passe tout de suite. Voilà. Et il faut que je vois le résultat de ce que je produis tous les jours. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est plus dans le concret, dans le résultat, c'est les travaux. Quand vous faites des travaux, vous arrivez, vous faites votre chantier, puis une fois qu'il est terminé, vous voyez le résultat de ce que vous avez produit. Donc j'ai cherché dans les travaux publics, dans le génie civil, et j'ai trouvé dans le génie civil ferroviaire. Alors vous voyez le lien est toujours dans le transport, mais c'était dans le génie civil. Et puis j'ai développé là-dessus, et puis je me suis rendu compte que non seulement la technique m'intéressait, mais que ce qui me plaisait, c'était dans mon rôle de manager, la transmission. La transmission du savoir technique, de l'organisation, mais aussi dans mon rôle de manager, de pouvoir transmettre, accompagner vers plus de quiétude dans le travail, plus d'efficacité, et de vivre un monde du travail de manière on parlait d'un gros pour chaque personne qui soit plus en cohérence avec qui il est ou qui elle est. Voilà. Et en fait, ça passe par un accompagnement dans les postes, ça passe par des fois un changement de poste, mais par l'accompagnement d'un questionnement pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc c'est une partie du rôle du manager, mais qui traduit ce qui m'a plu dans le rôle de manager. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité, j'ai eu une courte expérience de directeur opérationnel. Donc en fait, c'est un poste uniquement opérationnel de gestion de crise. Donc en fait,
Je ne vais pas vous choquer si je vous dis qu'à la SNCF, parfois, il y a des crises. Et aussi bien sur le trafic que sur l'organisation, et que quand ces crises arrivent, eh ben, le système qui est en place de manière nominative est plus suffisant pour gérer la crise. Et il faut prendre de la hauteur, il faut prendre des décisions qui requièrent un niveau hiérarchique plus important et surtout un recul par rapport à la situation que les opérateurs qui sont dans la gestion opérationnelle ne peuvent plus avoir parce qu'ils sont noyés dans des tâches, dans des sollicitations. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, c'était passionnant. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui donne du sens à mon engagement professionnel? Et c'était cette part que je vous ai décrite d'accompagnement dans mon rôle de manager. Et je me suis dit, quel poste représente ça, utilise cette compétence, puisque le poste de directeur des ressources humaines, dans les postes qui m'étaient ouverts à ce moment-là, j'en ai pas vu d'autres. Et donc, je me suis engagé dans ce poste qui me passionne parce que parmi ces missions, il y a le fait d'engager des collaborateurs, de les former, de les payer, c'est pas accessoire, de rappeler le cadre quand c'est nécessaire, et puis d'accompagner toute situation individuelle ou collective qui permette de grandir vers plus d'efficacité, vers plus de sérénité, vers plus de quiétude, et donc, comme le disait Martine tout à l'heure, vers plus d'efficacité et un travail qui se fait plus efficacement. Voilà, quand on bosse, quand les gens se gueulent pas dessus ou qu'ils sont pas frustrés parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font, en général, ils bossent un petit peu mieux. Et d'ailleurs, en anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote pour moi, mais qui va l'être pour vous, en plus de mes missions de manager, j'ai été formé à des missions donc j'interviens à la SNCF, mais aussi dans ses filiales, quand il y a des cas de conflits interpersonnels. Donc ça peut commencer à 2, mais ça peut, des fois on intervient sur des situations où il y a un conflit qui concerne 25, 30 personnes. Et on va travailler sur qu'est-ce qui fait qu'il y a conflit. Voilà. Parce qu'un conflit, ça naît d'un désaccord qu'on n'arrive pas à traiter. Dans les relations humaines, bien souvent, on est souvent en désaccord. Le désaccord fait grandir la relation, mais qu'est-ce qui fait que d'un désaccord, on n'arrive pas à le régler et que d'un désaccord se surenchérit un deuxième désaccord, puis un troisième, puis un quatrième, et qu'à chaque fois, ça enquiste un petit peu la relation et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Les relations ne se régulent pas, et qui fait qu'à la fin, on en finit à s'envoyer les chaises sur la figure ou à s'insulter. Et donc là, on est dans la situation de crise et les médiateurs arrivent et essaient de réparer la relation. C'est le premier descriptif qui permet de dire à quoi sert un médiateur. Mais en fait, c'est bien plus que ça parce qu'il apprend aux gens à réguler eux-mêmes la relation. Alors, le médiateur ne prend pas parti, ne dit pas un tel a tort, un tel a raison, mais il est là en tant qu'aide pour les personnes qui sont en conflit, pour dire, voilà, qu'est-ce qui peut faire, d'après ce que vous me dites, que vous êtes en conflit, et comment pouvez-vous faire pour le régler, voilà, pour ne plus vous tordre le ventre, et ne plus dormir, en pleurer chez vous quand vous rentrez le soir, ou alors intérioriser, vous l'extériorisez pas chez vous, mais par contre, c'est un truc qui vous ronge, même si vous le sentez moins. Mais comment faire pour que ce soit quelque chose qui soit mieux porté, qui soit mieux régulé, et que à l'issue, vous soyez capable, ou vos collègues avec qui ça se passait pas bien, de dire en fait, on est capable de bosser ensemble, ou alors peut-être que c'est mieux qu'on travaille plus ensemble, mais au moins on sait pourquoi et on peut se dire sans se gueuler dessus. Voilà. Et donc cette mission-là, que je vous ai dit était une anecdote, permet aussi de vous montrer la cohérence dans les choix des missions ou des postes que je peux tenir. Parce que c'est une mission d'accompagnement des collaborateurs vers du mieux. Je ne sais pas si la présentation est claire. N'hésitez pas à me faire du feedback si jamais il y a besoin de précision ou s'il y a besoin de préciser de réexpliquer quelques passages. Pour moi, ça va. Moi aussi. On voit bien là, on parle souvent de l'ingénieur NSGSI ensemblier, et là, je pense que ça traduit vraiment cette pensée-là. Oui, puis les conflits, ça existe. C'est pareil, on en parlait tout à l'heure sur la représentation que chacun a des mots. On va peut-être évoluer vers une société où on va changer des mots de manière à changer les images.
Mais voilà, le conflit, c'est souvent une opposition d'idées. Si on réussit à bien le manager, ça peut être très enrichissant. Voilà. On peut être nombreux à pas aimer les conflits, à avoir peur du conflit, ou d'autres qui s'éclatent dans le conflit. Encore faut-il le rendre fertile. Voilà, le conflit peut être un élément du climat qui peut rendre fertile ou stérile un terrain dans la manière où il est pris en compte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Christophe, qui vient de nous donner un résumé un peu du sens des soft skills dans un milieu professionnel, hein, jusqu'à la médiation, bien sûr. Alors, vous n'aurez pas la formation qu'a eu Christophe, mais vous aurez un point de départ qui vous permettra, dans un environnement de votre plus grande proximité, d'être en capacité d'avoir une posture qui peut rendre un conflit apparent des innovations inattendues. À partir du moment où vous avez eu le temps de travailler sur les peurs que cela provoque chez vous, sur les craintes que ça réveille, sur le jugement, enfin énormément de postures qui vont à l'encontre de la possibilité de rendre quelque chose qui peut être fertile, de le laisser pourrir, quoi. Ce qui est pire, c'est ça. Donc dans les relations humaines, on a tout à apprendre. Et ça, c'est la base de l'école quand même. C'est de croire que c'est d'apprendre et de constater qu'on n'est peut-être pas si développé que ça dans la relation. Voilà. Même dans la relation. C'est presque un tabou, je trouve, assez régulièrement dans le monde du travail, mais aussi dans notre culture. Le conflit est un tabou. La relation à soi et donc à savoir explorer ses émotions, tout ça, c'est effectivement un peu tabou. On a un peu tendance à laisser ça, dès qu'on parle d'épanouissement, on regarde avec un œil un peu méfiant, en disant « Oula, il y a un problème ». Et non, c'est pas forcément un problème en fait de s'intéresser à ça. C'est avant tout un super potentiel. Il y a un super potentiel là-dedans. Et effectivement, l'école, elle est riche de, évidemment, comme n'importe quelle école d'ingénieur, d'un bagage scientifique très très solide qui permet d'être crédible, de comprendre, voire de mener une situation technique après dans nos enseignements, enfin dans nos situations professionnelles. Mais effectivement, elle délivre surtout une posture qui est une vraie richesse. C'est-à-dire comment on se positionne par rapport à des situations qui sont des situations que d'autres éludent, ne voient pas. Donc dans le meilleur des cas, ils l'éludent et ils la voient. Et des fois, il y en a, ils ne la perçoivent même pas. Ils ne perçoivent pas qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc comment faire pour voir ce qui se passe? J'ai un conflit entre deux personnes. Certains pourraient dire oui, bon, ils s'entendent pas. Ils sont comme ça, on les connaît. Hein. Ça fait plusieurs fois que ça se passe mal pour eux. Bon, il a du caractère en plus. Hein. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Voilà. Mais qu'est-ce que ça génère derrière? Comme insatisfaction, comme improductivité, comme frustration. Et comment on les gère pour aller vers du mieux? Comment on les voit et comment on les gère après? Voilà. Donc l'école, pour moi, elle est vraiment riche de cet enseignement scientifique, de ces mises en pratique à travers les projets d'équipe, qui sont... c'est une réelle force, hein, c'est d'être baigné dans le monde de l'entreprise avec la demande d'un industriel ou d'un entrepreneur, mais la demande, c'est-à-dire que en tant qu'étudiant à l'école, vous allez vous exercer sur des projets et ces exercices seront créés, seront à la source, il y a une demande d'un industriel. Donc il y a quelqu'un qui a une activité, qui a un business, puis qui est là et qui attend de vous quelque chose. Donc il n'y a rien de plus efficace pour apprendre que d'être face à une demande qui est réelle. C'est pas du fictif, quoi. Et puis vous êtes travaillé en équipe, là non plus c'est pas du fictif, hein, avec toutes ces facilités et ces difficultés, savoir comment on apprend à les gérer, on n'y va pas à tâtons, hein, au début, on apprend un petit peu à fonctionner ensemble, à savoir ce qui marche pour soi, ce qui marche avec les autres. Et puis tout ça fait que derrière, vous êtes plus armé, plus formé, exercé à travailler dans un monde professionnel.
Et si je peux compléter, en fait, on apprend à faire des erreurs et surtout, on apprend aussi qu'un échec n'en est pas un. Et que quand il y a des choses qu'on peut vivre comme étant un échec, il y a toujours un apprentissage qu'il y a derrière et qui nous permet derrière de grandir et de faire en sorte que ce qu'on a considéré comme étant un échec nous permet de nous comprendre. Et en fait, c'en est pas un. Il y a rarement des échecs. Et ça, c'est un questionnement et tout un apport qui nous est donné justement dans ces équipes projets parce qu'au départ, on a l'impression qu'on est un peu laissé seul à l'abandon et d'où le côté de pas très stable et pas toujours simple et évident pour chacun. Mais derrière, en fait, on fait des erreurs et de ces erreurs-là, après, on s'en souvient et en fait, les erreurs nous amènent à plus les faire ou en tout cas à nous questionner sur les bons côtés de ces erreurs. Oui, j'aime assez l'expression des échecs, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait presque dire quand même il n'y en a pas. Tout dépend de la manière dont on est capable de le vivre. Et c'est bien ce qu'on disait au début, c'est on est là pour apprendre et pour apprendre, souvent on apprend plus. Cette fameuse phrase quand je gagne, quand je perds, j'apprends. C'est-à-dire qu'au moins, peut-être je me trompe, peut-être que je prends le temps de réfléchir à la raison pour laquelle et qu'est-ce que ça m'apprend. Et de revenir sur le fait que tout est contextuel, il n'y a pas de recette miracle sur un absolu. Voilà. Et puis en fait, on revient en fondamental parce que quand on voit un enfant qui commence à marcher, il tombe. Et en fait, il ne commence pas par apprendre à marcher, il commence par apprendre à tomber. Donc voilà, je trouve que l'image, elle est vraiment réelle. Elle est magnifique. Donc, c'est ça. Mais on a oublié, on a voulu jouer au grand après. Oui, mais c'est parce que je suis dedans maintenant. Mais c'est pour ça que quand on vit des situations, on fait des liens. Hein. Mais là, ceux qui vont nous rejoindre, ils sortent de prépa. Donc bon, voilà, ils ont chacun leur chemin. Et voilà, si vraiment vous avez envie de vivre des expériences nouvelles, en étant peut-être encore un peu flou, même sur vos dire mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, prenez le temps. De toute façon, chaque chose en son temps. Si vous en êtes là, c'est que vous n'avez encore pas les ressources, tout ce qu'il faut pour construire votre projet. Continuez à le vivre. Vous êtes en projet déjà. Donc, soyez les bienvenus. Hein. Si vous avez envie d'expérimenter, de vous impliquer, bien, écoutez, rejoignez-nous. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. A priori, étudiant malheureux. Si je me mets à la place d'un étudiant en sortie de spé qui se dit mais quelle école vais-je choisir et pourquoi, si vous recherchez cet élément un peu excitant de travailler sur ce qui dépasse la technique et qu'est-ce qui fait qu'une organisation peut fonctionner plus ou moins bien, qu'est-ce qui fait que dans la relation humaine peut donner une dimension supérieure quand elle est prise en compte. Si ça vous parle, si vous avez envie de développer un petit peu, d'approfondir ça, vous choisirez la bonne école en choisissant de l'ENGSI. C'est pas qu'un enseignement scientifique, il y a plus, il y a une autre dimension qui est donnée à l'enseignement et qui, derrière, sera un réel plus dans votre vie professionnelle et pas qu'au début. Et du coup, l'enseignement scientifique est quand même est présent et sinon, ça ne serait pas une école d'ingénieur, permet aussi de s'adapter à un tas d'environnements différents et à comprendre quand on va avoir différents interlocuteurs, peu importe le niveau technique qu'ils peuvent avoir, on arrive à s'adapter dans plein de domaines. Moi, je travaille sur des solutions digitales dans un monde de la maintenance aéronautique. Donc, les choses n'ont rien à voir et du coup, les gens avec qui je travaille ont des compétences, les experts ont des compétences vraiment très précises et pourtant, j'arrive à discuter avec tout le monde et on arrive à transmettre et à avancer sur les sujets. Donc, voilà, les compétences scientifiques nous permettent d'avoir des discussions avec des experts de tous les milieux. Oui, puis parfois aussi de savoir nous éclairer sur de la méthodologie qu'eux n'ont pas pratiquée dans leur façon d'exercer ou qui ne prennent plus le temps de pratiquer. Et vous pouvez vous réintégrer de manière intelligente, c'est-à-dire sans donner la sensation de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais de effectivement la gloire qu'on peut recueillir d'avoir réussi un projet. La vraie gloire, c'est quand la personne s'approprie l'idée.
Donc, si on cherche à dire non, mais attends, c'est moi qui avais l'idée d'abord, c'est foutu. Parce que la personne, elle a vraiment accepté, elle s'est imprégnée de l'idée à partir du moment où elle dit mais c'est moi qui ai eu l'idée. Donc, voilà, C'est parti. Ou voilà, quelqu'un qu'on là a c'est bon formé qui signe. prend notre place. Aussi. Quelqu'un qu'on a pu former et qui finalement prend notre place, ça c'est super. Enfin, Oui, voilà, ça veut dire qu'on n'a pas peur à former des gens parce qu'on n'a pas peur de perdre notre place. ouais. Ah non. Et ça fait tomber des vieux schémas hein, qui sont ancrés quand même hein, dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est innovant. Hein. L'innovation, c'est pas reproduire ce qui a existé. C'est ne pas bannir le passé, parce que s'il n'y avait pas eu de passé, on n'aurait pas de présent. Mais c'est faire en sorte que ce présent se développe autre chose que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, qui soit plus adapté, plus ajusté aux besoins à venir. Alors ça peut faire un peu peur, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais qui est face à l'inconnu. Hein. Et la raison aussi, une des raisons fondamentales du pôle management et soft skills, c'est que le plus grand inconnu pour soi, c'est soi. Quoi. Et le plus beau sujet d'innovation dans la vie, c'est déjà soi. C'est comment je vais créer ma vie et à travers quel type d'expérience. Et l'expérience professionnelle en fait totalement partie. Elle n'est pas la totalité, mais elle est une partie de la création de ma vie par les expériences que je vais être amenée à y vivre, les gens que je vais être amenée à rencontrer. Les rencontres que je vais faire avec un inconnu qui se déroule devant moi et j'avance. Et avec un intérieur qui est beaucoup plus rassuré, on le souhaite en ayant fait le GSI, que si vous ne l'avez pas vécu. Je veux dire, le semestre qui vient de s'écouler a été quand même assez percutant sur l'inconnu. Il est toujours d'ailleurs. Donc l'innovation et l'inconnu, ça va ensemble. Et avant d'amener des gens à aller vers l'inconnu, c'est déjà comment moi j'ai pu y aller et comment je peux me sentir plus légitime pour peut-être accompagner des gens qui ont besoin d'être accompagnés pour accepter cet inconnu. Parce que l'entreprise, c'est souvent ça, hein, c'est des nouveaux projets. Bon, les gens, ils n'ont pas toujours conscience de la nécessité du nouveau projet. A priori, ça a l'air de marcher, je vois pourquoi on change. C'est comment on amène les personnes à avoir cette vision de la nécessité du changement, parce que si on ne bouge pas, ça ne va peut-être pas durer longtemps. Quoi. Et en étant accompagné, c'est-à-dire que cette traversée, elle a besoin d'être accompagnée. Et vous êtes équipé pour accompagner les gens dans cette traversée, qui au départ est un peu inconnue. Alors, il y en a qui aiment l'aventure, mais des fois, on n'est pas toujours. On a envie de revenir en arrière. Hein. On aimait bien notre petit confort avant, on croit. Voilà. Donc, ça, c'est une dynamique, ça s'entretient. La relation humaine, c'est vraiment un métier. Quoi. Ça fait partie du métier. Et vous serez accompagné, pour ceux qui feront le choix de rejoindre l'école, vous serez accompagné de manière bienveillante, cadrée. C'est pas un saut vers l'inconnu où on va vous pousser dans le vide. En fait, c'est quelque chose de. Je parlais de déstabilisant tout à l'heure. C'est effectivement déstabilisant parce qu'on est obligé de lâcher quelque chose qu'on connaît pour aller petit à petit vers quelque chose qu'on connaît moins, quelque chose qu'on apprend, qui est pas évident au premier abord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est passionnant. Le monde qui est découvert, les perspectives qui sont offertes. Et vous êtes accompagné de manière à ne pas être mis en danger. En fait, il n'y a aucune mise en danger dans la façon dont c'est produit. Bien au contraire. Mais bon, voilà. Il peut y avoir quelques petites résistances, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est le côté déstabilisant, ça. C'est ça. Qui résiste. Déstabilisé. C'est le côté déstabilisé qui résiste. Et on va retravailler sur la confiance, quelque part. Est-ce que les personnes qui sont avec nous désirent échanger, poser des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Des questions écrites, non? Il n'y a pas de questions écrites? Non, on ne peut pas faire de chat. C'est pas... Non. Mais voilà. Non, mais bon, voilà. Bon, je pense que c'est clair. A priori. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Non Oui, merci beaucoup pour ce partage, d'avoir été avec nous. Avec des mots, voilà, c'est ça, hein, humilité, déstabilisation, écoute, empathie, ajustement, auto-apprentissage, accompagnement, quiétude, projet de vie, projet de carrière, projet, voilà. Le temps de choisir, le temps de grandir. Voilà. Et en même temps, sur ça, le temps de choisir, le temps de grandir, je me souviens que quand j'avais terminé l'école, une des réflexions que je m'étais faite, c'était de me dire que grâce à l'école, j'avais presque gagné 10 ans en termes de maturité.
Voilà. C'est ma réflexion de sortie d'école. Parce que En 3 ans. Je trouve ça pas mal. je trouve ça pas mal, moi. Ça sera notre mot de la fin. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Pour les personnes qui sont encore en ligne, on a d'autres rendez-vous. Demain, on a 2 rendez-vous. On parlera international demain à 14h. Toutes les possibilités de départ international. Il y a un rendez-vous avec le bureau des élèves et l'association des anciens demain à 18h. Et puis, mercredi et jeudi, on a d'autres rendez-vous pour parler double cursus. Double diplôme, master, autre formation, et jeudi on parlera entrepreneuriat. Donc encore pas mal de petits rendez-vous à vous proposer pour vous montrer toute la diversité, enfin essayer de vous montrer la diversité et puis la richesse de tout ce que peut vous proposer l'école. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des bouchées, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais ce qu'illustrait Christophe et Marine tout à l'heure, c'est que les débouchés, c'est vous qui vous créez vous-même votre propre débouché. Donc il n'y a pas de profil type. Vous regardez les documents qui sont à votre disposition sur le site, vous verrez qu'on a des étudiants un peu dans tous les domaines. Hein. Absolument tous les domaines, petite entreprise, grand groupe, France internationale, tout vous est possible. Voilà. On ne peut pas dire mieux maintenant. On sait que les choix ne sont pas faciles, que la période n'est pas simple, mais voilà. Sachez qu'on vous attend. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, c'est ça. Oui, merci. Bonne rentrée à tous. Oui, c'est ça. Et bon été en attendant.